Emmanuel nous sommes parce que nous célébrons le ressuscité. Alléluia. Bonsoir, bonjour, partout où vous vous trouvez à travers le monde. Je vais commencer par bonsoir parce que je sais que c'est déjà la nuit, notamment en Afrique et aussi en Europe. Nous sommes déjà le matin ici.
Nos amis de l'Amérique du Nord, c'est l'après-midi, si je ne me trompe pas. Ceux de l'Asie, c'est l'Asie, l'Océanie, c'est l'après-midi. Qu'est-ce que je dis le matin? Voilà. Aujourd'hui, c'est le 8 juin 2020. Et nous sommes venus pour faire l'analyse, comme d'habitude, et nous sommes contents que vous êtes déjà nombreux. D'entrée de jeu, nous voudrions nous excuser parce que notre générique était un peu très long là, mais ça fait du bien parce que c'est un dimanche, non? Nous avons 3 sujets à traiter. Le temps est court. Les militaires, le premier, le militaire américain RDC, c'est une question que nous posons. Et nous allons essayer d'y répondre sur base des éléments que nous avons à notre disposition. Le ministre français des Affaires étrangères, M. Jean-Yves Le Drian, attendu à Kinshasa. En principe, les chefs de l'État devraient le recevoir aujourd'hui. Disons hier, parce que chez moi c'est déjà lundi. CENI, Janine Mabunda, manœuvre déjà. Et là aussi, nous allons essayer d'expliquer parce que dans le cadre de nos recherches, nous sommes entrés en possession d'un document signé de main de Mme Janine Mabunda et des sources très sûres. Elle a tenu une réunion avec les leaders de confessions religieuses concernant la mise en place du bureau de la CENI. Mais nous allons y revenir. Vous êtes très nombreux. Je voudrais saluer à tout hasard quelques personnes. Maman Thérèse Colomoni, bonsoir. Bonsoir Janon Maïdima, bonsoir Guylain Bazana, bonsoir John Sanga, Lisa Maria Salut. John Kantou Koubianza me dit bonjour mon frère le Congo, bonjour. Phoenix Salomon Kerambay branché, bienvenue volarisation. Me dit bonjour et bon dimanche, merci à toi aussi. Patrick Mukendi, Régine, Maman Régine Chimangu, Robert Luanga, Mali Vessendor, je crois avoir bien prononcé les noms. Il y a Marcel Bondo, il y a Maître David Bérard qui me dit Yeshua Mashoma n'a pas été King of the Life. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Olivier Moufouta, Roger Massamba, Guy Bedel Kayumbu, vous êtes Roger Massamba qui me salue. Je dis bonsoir à toi, Roger. Papi Wembo Mboulou Passu, que je salue. Ah, vous êtes nombreux déjà. Donc, non, je ne saurais pas parce que vous êtes déjà une centaine branchés. Je suis en train de chercher des gens rares pour les encourager à revenir. Longo, bonsoir. Voilà. Alors, il y a eu d'abord la rumeur autour de la présence des militaires américains dans les réseaux sociaux, particulièrement dans le WhatsApp. Bon, il y a un audio qui avait circulé à un moment donné. J'avais dit que les récits de ce monsieur étaient cohérents, mais qu'il fallait un autre témoignage parce que il vous souviendra donc un audio qui était passé. Alors je disais que son récit était cohérent, mais il ne pouvait pas être le seul témoin, le seul qui pouvait voir quand il y a eu coupure du côté de Congo-Brazzaville. Et en principe, d'autres gens devaient voir ceux qui sont le long du fleuve. Mais nous avons tenté d'obtenir des informations de sources diverses et il y a eu des informations concordantes comme quoi, réellement, il y a la présence de quelques Marines, pas ceux qui sont à l'ambassade des États-Unis, dans le cadre normal de leur présence là-bas de tous les jours,
mais qui avaient traversé, c'est plutôt ceux qui avaient traversé le fleuve. C'est beaucoup plus pour, on nous avait dit, une formation pour venir former une unité au Congo. Et quelques jours après, excusez-moi, le journal l'Echo, c'est un journal belge très connu, moi je connais ça depuis plus d'une vingtaine d'années, a parlé de procès Vital Kamerhe, et disant que l'ombre des États-Unis planait là-dessus, et quelque part, ce journal dira, l'auteur de cet article-là dira que nous voilà, il y a la présence des militaires américains au Katanga, à la frontière vers la Zambie. Vous savez, cette histoire de militaires zambiens qui seraient entrés sur notre territoire a donné lieu à diverses interprétations. Il y en a qui pensent que ce n'est pas vrai, parce que le ministre zambien des Affaires étrangères était passé dans les médias pour dire que non, il n'y a pas de militaires zambiens sur le territoire congolais. Le ministre du Congo, d'abord, notre ministre des Affaires étrangères, Maman Desatumba, s'était rendu au Zimbabwe, à Harare particulièrement, à la tête d'une délégation. Ils avaient rencontré le président zimbabwéen, Emerson Mnangagwa, qui est en fait le chairman de l'organe qui est en charge au sein de la SADC de la politique, la sécurité et la paix. Après lui, nous avons tous vu le ministre des Affaires étrangères du Congo-Brazzaville, M. Jean-Claude Gakossou, qui a été à Lusaka rencontrer le président zambien Edgar Lungu. Nous avons souligné ou bien mis en évidence les caractères très confidentiels de l'entretien entre le président zambien et l'émisseur du président Sassou Nguesso, en l'occurrence son ministre des Affaires étrangères Jean-Claude Gakossou. Ça n'a pas été le cas à Kinshasa, tout comme au Zimbabwe, où ce ministre, l'émisseur de Sassou Nguesso, après avoir rencontré les deux présidents, à savoir le président Félix Tshisekedi et Emerson Mnangagwa, en présence de gens qui l'avaient accompagné et des collaborateurs de ces deux chefs d'État. Il s'est prêté aux questions de la presse. Ça n'a pas été le cas en Zambie. Il a eu plutôt un tête-à-tête à huis clos, donc en présence d'un interprète zambien. Et les membres de sa délégation n'ont pas pris part à cette rencontre. Et ça nous a un peu intrigués pour chercher à savoir pourquoi la Zambie tenait que ce soit une rencontre à huis clos. Voilà. Alors, présence de militaires américains au Congo, de plus en plus, ça commence à s'affirmer, mais aujourd'hui, j'ai mis quelque chose sur mon mur, où j'ai posé la question, si un avion américain quitte une base américaine et vient dans votre pays, et les jours suivants, il rentre, cet avion quitte, ça veut dire quoi en fait? Parce que je voulais que vous puissiez participer au débat, à la réflexion. Je ne connais pas la mission spécifique de cet avion qui a quitté une base américaine en Europe. C'est une base américaine basée en Allemagne. Ce n'est pas un secret. Donc, aujourd'hui, il y a des sites qui vous permettent de suivre les mouvements des vols. Et, excusez-moi, donc, nous nous sommes amusés. Parfois, nous consultons ces sites. C'est grâce à un ami d'ailleurs qui m'avait fait part de ces sites. On pouvait suivre si on a quelques détails, ou bien si on connaît, par exemple, les noms des aéroports, on peut savoir quels sont les avions qui ont atterri pendant la journée ou la nuit dans tel autre aéroport. Quels sont, par exemple, les aéroports qui ont décollé aussi à partir d'un aéroport. Donc, tout cela est possible. Et c'est grâce justement à un de
de websites. Donc, je vous recommande d'aller sur flightradar24.com. Il y a un autre, je crois que c'est flightradar.data.com. Il y en a plusieurs. D'autres, il faut, pour la plupart, il faut être membre. Donc, le membership, ça se paye. Vous payez quelque chose pendant mensuellement et comme ça, vous pouvez accéder à ces informations. Donc, aujourd'hui, les trafics aériens, on peut le tracer à partir de son téléphone, à partir de la maison devant son ordinateur. C'est question de payer un peu d'argent. C'est comme ça qu'il y a des gens qui n'attendent plus, par exemple, quand il y a un avion ne se fait plus signaler, on n'attend plus seulement que la tour de contrôle des pays de destination du départ puisse lancer les cris de détresse. Donc, des individus qui savent que les membres de leur famille, les amis, tout ça qui ont voyagé, ils peuvent donc traquer au travers de leur téléphone ou de l'ordinateur. Donc, je vous encourage à consulter tous ces websites. Mais pour avoir de plus d'informations, il faut absolument, vous avez une période d'essai, je crois, ça dépend, il y en a qui donnent 1 mois de gratuit, il y a d'autres qui donnent une semaine, mais si vous payez, je crois, une affaire de $7 par mois, vous pouvez, j'en ai même vu de $3, donc vous pouvez savoir le parcours des avions, quels sont les avions qui ont atterri, voilà, donc dans tel aéroport, l'avion a fait l'escale, ou vous pouvez même suivre ça live, donc en direct, et voir que maintenant l'avion est au-dessus de tel pays. Donc c'est grâce particulièrement à ces websites d'information, nous sommes tombés, il y a une base militaire américaine en Allemagne, Ramstein, hein, c'est ça le nom, c'est dans le sud-ouest de l'Allemagne, c'est la plus grande base américaine en dehors des États-Unis. Hein. D'ailleurs, on dit que c'est la communauté militaire qui est là et le personnel militaire qui est là, et même civil, c'est la plus grande communauté américaine en dehors des États-Unis. C'est considéré comme un autre petit État américain. Et cet avion a quitté là-bas, c'était le 6, donc hier pour certains d'entre vous, et la direction c'était Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, votre pays et mon pays. Alors, nous sommes pendant la période de Covid, vous savez qu'il n'y a pas de vols commerciaux, il y a que, disons quand je parle des passagers, il y a des cargos, c'est vrai, mais le fait que cet avion ait quitté une base militaire, ça ne pouvait que nous intriguer. Et bon, après, j'étais en train de surveiller, de voir, et finalement, je me suis rendu compte que l'avion avait quitté Kinshasa, donc hier, le 7. Alors, la question reste, pendant ce temps où on parle de présence de militaires américains au Congo, qu'est-ce que cet avion, bon sang, est venu faire au Congo? Est-ce que c'était un avion de type militaire? Non. Grâce à ces sites-là aussi, vous pouvez savoir c'est quel type d'avion. Ce n'est pas un avion forcément, en tout cas apparemment, ce n'est pas un avion militaire, apparemment, mais le fait que c'est parti d'une base militaire américaine, ça nous a amené à nous dire qu'à bord, c'est pas un gros appareil, ça nous a amené à nous dire que soit il y a un émissaire de haut rang hein, qui était dedans, parce que ceci arrive au moment où on a annoncé la visite du ministre français des Affaires étrangères. Je dois signaler que le 2 juin, le ministre français des Affaires étrangères était en conversation téléphonique, en entretien, donc avec son homologue américain, Mike Pompeo, et là-dedans, ils ont parlé de l'Afrique, hein, donc surtout du Sahel, mais nous pensons que, parce qu'il s'agissait de la sécurité en Afrique, nous pensons qu'ils n'ont pas manqué de parler de la RDC. Aujourd'hui, nous sommes le 8, donc le 2 juin,
Ils ont eu cet entretien et puis les trois, le département d'État a fait état de cet entretien. Vous savez, quand on donne des communiqués comme ça, il y a des choses que l'on censure. Donc, nous sommes là. Je ne veux pas dire que nous avons à notre disposition toutes les informations, mais nous sommes en train de surveiller et nous pensons que quand nous donnons ce genre d'informations, ça va permettre à d'autres Congolais de nous donner, de réveiller d'abord la surveillance et puis de nous donner des informations au cas où ils en ont. Alors, qu'est-ce que j'ai dit encore? Voilà, juste pour vous donner une idée, comme je disais, Ramstein, c'est la plus grande base militaire américaine. Beaucoup d'opérations d'abord, c'est une base à partir de laquelle on dirige beaucoup d'opérations des drones, mais c'est aussi une base à partir de laquelle on envoie beaucoup de militaires. On les déploie à travers l'Afrique. Vous savez qu'Africom a son quartier général à Stuttgart, toujours en Allemagne, mais ils ont aussi un bureau à Ramstein, parce que c'est là, c'est finalement, même Africom dépend de cette base militaire aérienne Ramstein qui est basée aux États-Unis, plutôt en Allemagne. Et à partir de là, d'après des informations que nous avons, les États-Unis peuvent mener des opérations militaires dans 104 pays à travers le monde. 104 pays à travers le monde. Il est vrai que les drones, quand il faut ces opérations, il y a aussi des bases, des relais, telles qu'à Nevada, parfois aussi à Londres. Alors, la RDC, c'est un pays où on a parlé aussi de la présence des mouvements terroristes, des mouvements intégristes terroristes. Beaucoup de Congolais pensent que c'est du fantasme, mais c'est vrai. D'abord, à l'est du pays, et ensuite, sur place à Kinshasa, vous avez l'ensemble de beaucoup de Libanais qui sont là. Plus de 60, qu'est-ce que je dis, plus de 80%, ce sont des gens attachés à Hezbollah. Donc, vous avez des magasins comme les City Market, les banques, les Sophie Bank, tout ça. Ce sont c'est tenu par des Libanais qui sont attachés à Hezbollah. Et cette affaire d'Hezbollah, je vous ai dit déjà dans le passé, ce n'est pas une affaire qui a commencé aujourd'hui. Déjà à l'époque de Mobutu, nous avions ce qu'on a, la famille Kanafer. Il y avait aussi la famille Nassour. Et quand le maréchal Mobutu, à un moment donné, pendant la transition, juste pour vous donner une idée, pendant la transition, il était obligé par les Américains à laisser la gestion quotidienne des affaires de l'État, surtout du côté de l'argent. Le maréchal Mobutu, avec le coût de son train de vie, il avait besoin de cash. Il avait besoin de cash, et ce sont les Libanais qui lui donnaient des cash. Et il vous souviendra, c'est la période où on avait connu des gens de ma génération, on connaissait des inflations. En une seule journée, la monnaie pouvait se déprécier 2, 3, 4 fois. Pourquoi? Parce que ces Libanais injectaient beaucoup d'argent dans le marché, tout ça. Donc, c'était comme une sorte de banque parallèle. Tout ça, pourquoi? Parce que le maréchal Mobutu n'avait plus vraiment accès au trésor public en dehors de la dotation présidentielle qui n'était pas suffisante par rapport à ses charges. Alors, ces familles-là sont restées au Congo, on continue à financer les Hezbollah, et c'est l'une des choses, beaucoup de gens ne savent pas, qui a compliqué la vie au maréchal Mobutu, parce que les lobbies juifs, c'est eux qui poussaient les congrès américains à ouvrir l'œil sur la gestion de la RDC, sur le respect des droits de l'homme, tout ça.
hein, donc par rapport à cette situation, parce que notre économie était sous coupe des Libanais, qui étaient des complices donc, du maréchal Mobutu en ce moment-là. Alors, après le départ du maréchal Mobutu, vous vous souviendrez, Mosé Laurent Désiré Kabila aussi, qui n'était pas vraiment en bon terme avec l'Occident. Quand la deuxième guerre a éclaté, Mosé Laurent Désiré Kabila était mis au courant des circuits d'échange d'argent. Donc, la partie occupée par la RCD Goma, on continue à utiliser la monnaie congolaise, les francs congolais, et les taux d'échange dans cette partie-là occupée par la RCD Goma il y avait un écart entre les taux pratiqués là-bas et les taux pratiqués du côté de Mosé, et ce qui avait fait que certains Libanais prenaient de l'argent à partir de Kinshasa et allaient échanger cela à l'est de la République en passant par Brazzaville. Donc il y avait un circuit à Brazzaville, et vous vous souviendrez, quand on a tué Mosé, vous avez appris qu'il y avait un Libanais, héritier, qui avait fui par Brazzaville. Mais avant qu'on arrive là, Mosé avait mis la main sur ces gens-là. Finalement, Mosé les avait utilisés aussi parce qu'il avait besoin d'argent. Il avait besoin d'argent pour soutenir la guerre. Alors, après la mort de Mosé, nous voyons, et ici je voudrais aussi signaler que Dan Gettler était venu dans la danse à l'époque de Mosé. Dan Gettler, beaucoup de gens ne savent pas, son grand-père, c'était le propriétaire de la bourse des diamants à Tel Aviv. Et son grand-père était cousin à M. Maurice Templesman, qui est un sujet belge, mais juif, qui était à un moment donné consul des États-Unis. Je dis bien, je sais qu'il était belge, mais consul des États-Unis au Congo. En fait, c'était un agent de la CIA. Dans leur époque, ils étaient avec M. Gatt, qui travaillait, qui finalement avait monté à TLSL avec M. Nico. Donc, il y a toujours eu un combat au Congo qui ne dit pas son nom entre le service secret américain juif contre les Hezbollah, qui est un mouvement proxy de l'Iran. Alors, je l'ai dit dans l'émission passée, que cette présence des Hezbollah, il y en a qui pensent que c'est comme du fantasme, ils croient que c'est comme le Maïmaï, je ne sais pas moi, non, c'est une présence qui est prise au sérieux par les Américains, et la communauté libanaise, je le répète, qui est au Congo, elle est la plus puissante de toutes les communautés libanaises d'Afrique. La plus influente financièrement, la plus puissante financièrement. Donc, une des grandes sources de financement, d'abord des blanchiments d'argent et des financements des Hezbollah, la plus grande source en Afrique, c'est la RDC, votre pays et mon pays. Il y a un compatriote qui a réagi au poste que j'ai mis sur mon mur, qui a dit, quand vous avez un tel vol, ça veut dire que votre pays intéresse au plus haut point le Pentagone. Moi, j'ajouterais même le Pentagone et la CIA. Alors, est-ce que ces vols, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'en sais rien. Nous allons continuer, si nous saurons un jour de quoi il s'agit, mais je peux vous garantir que le vol a eu lieu. Je l'ai vérifié sur des sites. Il y a un site, celui dont je vous parle, et après 2 heures, il n'y avait plus de traces, mais quand moi j'étais entré, sur des sites, il y avait des traces, j'ai même l'immatriculation de l'avion. Alors, ça nous fait dire que quelque chose serait peut-être en train de se passer dans notre pays. Le militaire américain qui était déployé au Gabon, avant les élections, n'ont jamais quitté Gabon, tout simplement parce que, je l'ai dit dans d'autres émissions, ils sont là
pour veiller à quand si la situation se dégénère au Congo, ils peuvent intervenir à tout moment. Mais autre raison que les Américains ne disent pas, mais beaucoup d'analystes disent que c'est aussi pour faire les contrepoids contre la présence russe en République centrafricaine. Donc, les gros morceaux dans la région de l'Afrique centrale, c'est la RDC. Les Centrafricains, qu'est-ce que je dis, les Russes en Centrafrique, ce n'est qu'une présence transition. Ils ont les yeux fixés sur la RDC et les Américains aussi viennent. Les Français n'avaient pas vu d'un bon œil l'arrivée des Américains au Gabon parce que les Français ont des troupes au Gabon. À l'époque, ils avaient même des troupes à Bangui sur place, mais qui avaient quitté finalement. Donc, l'arrivée des Américains voulait signifier que les Américains eux-mêmes ne veulent plus passer par des intermédiaires et que les Congos, la RDC, c'était un morceau qui les intéressait au plus haut point. En disant cela, mais d'une manière générale, quand Trump est arrivé au pouvoir, il a commencé à diminuer le personnel diplomatique en Afrique, mais étrangement, en coulisses, sans faire trop de bruit, il augmentait la présence militaire des États-Unis en Afrique. Aujourd'hui, on a à peu près 29 bases militaires, mais ce sont des bases avec différentes... il y a une différence d'importance. Il y a des bases proprement parlées, mais il y a aussi, tel qu'au Gabon, là, ce n'est pas une base. En fait, c'est une présence militaire qui leur permet, c'est comme une petite base, mais qui leur permet d'opérer très vite avant qu'ils reçoivent des ravitaillements venant d'une base proprement dite. Donc, vous avez à peu près 29. Ça ne s'est jamais fait et la tendance semble être à l'augmentation. Pourquoi? Parce que l'Afrique est un gros morceau. Et comme prétexte, c'est un prétexte valable ou pas, il parle de terrorisme. Mais on connaît le plan des États-Unis, bien la stratégie des États-Unis par rapport à l'Afrique. L'ancien conseiller en matière de sécurité de Donald Trump, M. John Bolton, l'avait est allé devant la presse, il avait dit clairement, vous savez, lui c'était un faucon, et Donald Trump n'a jamais changé, bien qu'il avait limogé, il n'a jamais changé cette stratégie. Il avait dit clairement, c'est pour contrer la présence chinoise et les retours de la Russie sur le continent, mais en prenant, évidemment aussi, ils disent que c'est pour faire face au terrorisme, mais la réalité c'est ça. Et il avait cité dans son discours-là sur la stratégie des États-Unis, il avait cité la RDC. Donc, nous rentrons comme un peu à l'époque de la guerre froide, mais aujourd'hui, le monde n'est plus bipolaire, le monde est multipolaire. Il y a beaucoup d'acteurs, il y a la Chine, entre-temps, qui est venue en force sur la scène internationale. Il y a d'autres forces, d'autres puissances régionales telles que l'Israël qui fait aussi son retour sur le continent africain. Le premier ministre israélien est allé au Tchad, il était venu au Kenya, il était venu au Rwanda, il était venu en Ouganda. Et il a eu des entretiens déjà 2 ou 3 fois avec le président Félix Antoine Tshisekedi, le président de la RDC. Les derniers entretiens, c'était pendant la tenue, disons pendant cette période de tenue de ce procès, et au menu de leurs entretiens, entre autres, ils ont parlé de la sécurité et de la défense. Pourquoi? Tout simplement, je ne le dirai jamais assez, la RDC, dans ses sous-sols, il possède des minéraux stratégiques qui sont des minéraux très déterminants dans la course en termes entre les puissances mondiales dans leur course militaire. Donc c'est un grand dépôt et aussi, excusez-moi, c'est aussi un pays sur le plan écologique qui prend de l'importance.
Hein. Donc, compte tenu de tous ces éléments, quand je dis qu'il prend de l'importance, c'est-à-dire, c'est vrai que chaque jour, c'est vrai qu'il y a les déboisements aussi au Congo, mais quand, à part l'Amazonie, c'est nous qui sommes les poumons quelque part, écologiques du monde. Il y a tous ces éléments. À cause de tous ces éléments, les Américains ne peuvent pas laisser la RDC. Donc, ce n'est pas étonnant que la presse belge parle de la présence des militaires américains. Et ce n'est pas étonnant qu'on ait une telle rotation. Je dois signaler que l'année passée, on a vu, il y avait plutôt le même mouvement, un avion aussi qui avait quitté une base américaine, qui avait même fait l'intérieur du pays. Hein? Donc, les Kasaï, les Kivu, hein, voilà. Et aujourd'hui, la RDC, c'est l'un des pays plus surveillés, j'allais dire, en Afrique, en termes vous avez des images satellitaires, par exemple, sur les conflits dans l'Ituri, hein, à l'est de la République. Ils ont des images qui prennent au niveau des satellites de surveillance, donc des satellites et des drones. Hein, les conflits au Kasaï. Il y a des photos. Et même les Américains disent que c'est à travers les satellites qu'ils ont suivi les conflits Kamina. Donc, ils sont très bien informés concernant notre pays. Alors, je laisse ce point-là. C'est vrai que vous ne serez pas satisfait parce que les informations ne sont pas complètes, mais nous n'allons pas attendre. Peut-être que nous n'aurons pas toutes les informations, mais ça va vous permettre quand même de suivre ce qui se passe chez nous. Et tout cela se passe chez nous dans un contexte de crise. Il ne faut pas qu'on se les cache. Il y a une crise politique au Congo, la cohabitation entre le président Félix Tshisekedi et la famille politique de son prédécesseur, M. Joseph Kabila. Cette cohabitation n'existe que de nom. C'est une coalition où il y a toujours des problèmes. Ce n'est pas un secret. Ces gens-là ne veulent pas laisser le président Félix Tshisekedi appliquer sa politique. À cela s'est ajouté aussi cette pandémie qui est venue. Mais vous voyez, même au milieu de cette pandémie, la volonté affichée par les camps Kabila de faire échouer le président Félix Tshisekedi. Cela nous permet de prendre le point de M. Yves Le Drian entendu à Kinshasa. La presse rapporte, d'après le ministère des Affaires étrangères du Congo, qu'il est porteur de messages de soutien au chef de l'État congolais. Alors la question que l'on se pose, donc M. Jean-Yves Le Drian va quitter Paris juste pour amener un courrier au président congolais et le contenu de ce courrier, c'est juste un message de soutien. Alors qu'ils ont un ambassadeur qui est sur place au Congo. Tout analyste sérieux dira que non, ça doit être certainement ce déplacement est motivé par des questions beaucoup plus importantes qu'un simple courrier de soutien. Et, comme je l'ai dit, M. Le Drian a eu un long entretien, le 2 juin. Donc, ça fait une semaine pratiquement. Et après cela, il va venir au Congo. Est-ce que c'est lié? À ce point, nous ne savons pas, mais ils ont parlé de l'Afrique. Hein, entre Pompeo et lui, ils ont parlé de l'Afrique. Et d'ailleurs, il ne vient pas seul. Hein. Il vient pas seul. Il y a aussi le commissaire européen au développement qui viendra. On parle d'un autre représentant de l'Union européenne qui va effectuer aussi le voyage. Il semble que nous allons assister. Officiellement, ils viendront voir le président de la République, mais les communiqués, la plupart des communiqués disent après ils verront quelques personnalités, quelques acteurs politiques. Nous pensons que quelques-uns, sinon pas tous, ils auront aussi des entretiens avec M. Joseph Kabila. Parce que ça ne va pas, il y a un blocage. Il y a un blocage. Alors, ceci nous permet
d'aborder notre troisième point, qui est celui de la CENI, Madame Janine Mabunda, qui est à la manœuvre. Et ce n'est pas la première fois. Nous avons même des photos. Mais parce que nous n'avons pas encore eu l'autorisation de le publier, la toute première rencontre qu'elle avait convoquée, c'était au cercle Elaïs. Et à cette rencontre, M. Jean-Marc Abound n'était pas convié. Il avait rencontré les représentants des confessions religieuses et les autres acteurs de la société civile. Au centre de leurs entretiens, c'était la CENI. Hier, quand j'ai eu cette information, par un compatriote l'information qui est mercredi passé encore, cette fois-ci, Jean-Marc Abound n'est plus au bureau. Il a reçu dans son bureau au Palais du Peuple les représentants des confessions religieuses. Et on m'a envoyé les courriers qu'elle avait envoyés à ces gens-là le 29. La réunion a eu lieu. On a tous les détails. D'ici là, ils vont convoquer Nanga. Ça fait partie de leur stratégie, que Nanga, l'équipe de Nanga vienne faire les rapports sur la tenue d'élection de 2018. Alors, pourquoi c'est important? Vous savez, Kabila, en 2006, tout comme en 2011, il avait tout fait pour avoir les contrôles de la CENI au travers de ceux qui étaient à la tête. Donc, il y a monsieur, et même en 2018, il y a monsieur Abbé Malou Malou, puis à son âme, il y a le pasteur Ngoï Mulunda, et il y a Corneille Nanga. C'est vrai que nous avons eu une alternance au Congo au sommet de l'État, mais l'État, surtout l'appareil exécutif, ne se limite pas seulement à celui qui est à la tête de l'État. Donc, on a par exemple les gouvernements où la majorité des ministres, ce sont les membres du FCC. Vous avez logiquement l'Assemblée nationale, le Sénat et puis les assemblées provinciales. J'ai toujours dit, même les gens qui disent que bon, si on procède à la dissolution de l'Assemblée nationale, que ça serait une solution, j'ai dit non, ça serait une solution seulement en partie. Les élections, parce que c'est là où Kabila a mis tous ses efforts pour avoir les contrôles des processus électoraux. Les élections au Congo, il faut avoir les contrôles, donc s'assurer que la CENI elle est indépendante. Deuxièmement, au niveau de la territoriale, les gouverneurs de province à l'intérieur du pays, c'est des gens très puissants. Les gouverneurs de province à l'intérieur du pays sont plus puissants que les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa. Or, pendant les élections, l'exécutif provincial de chaque province a un rôle très important à jouer. Et le plus souvent, dans les coins les plus reculés, les observateurs qui viennent de l'Union européenne, de l'Union africaine, on ne les déploie pas jusque dans les fonds faits du pays. Et c'est là où se passe la tricherie. Donc, Kabila ayant la quasi-totalité des gouverneurs de son côté, il a encore une carte à jouer pour que les élections, les résultats des élections lui soient favorables, même si le Parlement est dissous. Le Parlement, dans l'Assemblée nationale, c'est vrai que si on procède à la dissolution, mais sur le plan pratique, dans les 60 jours qui suivent, vous devez organiser les élections. Est-ce qu'on a les moyens? Avec un pays sous-continent comme le Congo, où il n'y a pas l'infrastructure nucléaire digne de ce nom, est-ce qu'on a le moyen, même si on avait l'argent pour financer ces élections, mais est-ce qu'on pourra déployer tous les personnels de la CENI à travers les pays? Est-ce qu'on pourra, pour faire l'enrôlement, et ensuite, pour finalement procéder à nos opérations électorales, déployer les matériels et tout ça, dans les 6 mois, je peux parier que c'est quasi impossible.
À cela, il faut ajouter la pandémie de Covid-19. Donc, la dissolution du Parlement n'est peut-être pas la solution la plus efficace, mais à l'absence d'une autre solution plus meilleure que ça, bon, les gens souhaitaient que le président de la République procède à la dissolution du Parlement parce qu'il me semble que beaucoup de Congolais ne se retrouvent pas dans les députés, disons dans la majorité actuelle. Hier, quand j'ai eu cette information, parce que ce n'est pas à cacher, il faut divulguer, j'ai appelé un acteur politique de premier plan. Hein, je ne vais pas citer des noms, mais c'est un des acteurs politiques qui a un grand nombre de députés à l'Assemblée nationale. Je lui ai donné l'information, il me dira au téléphone, il dit, on doit ouvrir l'œil. Parce que si on laisse ces gens-là voir les contrôles de la CENI, et comme ils travaillent déjà, croyez-moi, chaque fois qu'on invite ces acteurs de la société civile, les chefs des confessions religieuses, il y a toujours une enveloppe qu'on leur donne. C'est pour les conditionner déjà. Et il y a peut-être aussi des promesses. Alors il m'a dit, si on ne fait pas attention, on va vivre ce qu'on avait vécu avant. Et apparemment, à moins qu'il y ait une autre stratégie, apparemment, ils sont en train de réussir. Pendant qu'ils sont en train de distraire les gens, en créant des petites tensions, des petites crises à gauche et à droite, ils sont en train de chercher à maîtriser l'essentiel. La magie même de la réussite frauduleuse des élections. C'est la CENI. Parce qu'une fois que la CENI donne les résultats, il est très difficile. La communauté internationale, souvent, prend des shortcuts comme solution. Il est très difficile de revenir pour faire annuler ces résultats-là. C'est le moment que des gens qui veulent vraiment les changements dans ce pays-là, c'est ça le moment d'ouvrir l'œil et de mettre en place des stratégies concernant la CENI. C'est aussi le moment pour les Congolais d'interpeller ces chefs des confessions religieuses. Je mettrai la liste parce que j'ai leur nom, de les interpeller pour qu'ils ne viennent pas nous dire, écoutez, biso pasteur, biso sango, biso imam neto bomimboko. On n'a pas besoin de ces excuses après coup. C'est le temps de prévenir. La communauté internationale ne sera pas toujours là pour en train de nous soutenir concernant les élections. Non. Mais il me semble que maintenant, la donne est favorable pour les changements, donc on doit en profiter. Est-ce que j'ai encore quelque chose à dire? Bon, ils sont en train aussi de voir qui pourront être les potentiels candidats crédibles. Ils sont en train de les discréditer. Déjà, j'ai quelques éléments. On a fait des analyses sur certaines émissions. Donc, ils ont anticipé et on doit faire très attention. Je répète encore, ils ont l'Assemblée nationale, ils ont les assemblées, donc les exécutifs provinciaux, et ici, là, s'ils ont la CENI, bon, écoutez, on n'aura pas